La position géostratégique du Sénégal dans la diplomatie américaine, le poids de l'aide au développement des États-Unis dans notre pays, MCA, AGOA, les échanges commerciaux entre atouts et contraintes, la démocratie sénégalaise, l'affaire Imam Ndao, le cas Cheikh Tidiane Gadio, les questions sécuritaires, où en sont les forces américaines dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel, l'Iran, le sommet de Singapour, le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, Excellence Toulinabo Salama Mouchingi, ambassadeur des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau, à bâton rompu sur Sud FM. Ce sera face à Bayou Marguey dans Objection de ce dimanche 17 juin 2018 à partir de 10h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Objection, c'est l'émission politique de la rédaction. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci. Merci de suivre votre émission Objection. Et oui, Objection reçoit ce dimanche un homme du sérail quand on parle de diplomatie. Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal. Son nom, Toulina Salama Mouchingi. Toulina Salama Mouchingi, qui est-il? Il a été l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso avant de venir au Sénégal. Mais il n'a pas que le Sénégal, il a aussi à gérer la Guinée-Bissau. Il a une connaissance de l'Afrique, il a beaucoup travaillé dans l'administration américaine. Bonjour, Excellence, et encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Merci beaucoup et bonjour aux auditeurs. Je suis très content d'être ici et de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir répondre à quelques questions pour atteindre certains de vos auditeurs et à travers vous échanger avec les auditeurs. Donc merci beaucoup de nous recevoir. Vous connaissez Sud FM, Sen Radio? C'est la radio privée d'abord, parmi les plus anciennes du pays. Et nous sommes toujours très contents de pouvoir nous associer, non seulement avec le gouvernement, mais aussi avec le privé, avec les Sénégalais moyens, avec les hommes d'affaires du Sénégal, mais surtout avec le côté privé. Parce que ces derniers temps, pour le développement du pays, nous avons besoin du privé. Pour le développement du pays, nous avons besoin des médias capables d'informer la population. Comme ça, la population peut suivre ce que le pays est en train de faire, la trajectoire du pays. Et c'est pourquoi je suis très, très, très content d'être reçu par vous. Oui, vous avez parcouru le Sénégal, vous avez visité toutes les régions du Sénégal, les 14 régions. Oui, à première vue, quel a été l'écho? Qu'avez-vous vu justement durant cette tournée? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Vous savez, quand je suis venu, j'ai dit à mes collaborateurs que j'ai rappelé à mes collaborateurs que nous étions une ambassade auprès du Sénégal, pas seulement une ambassade auprès de Dakar. Nous connaissons beaucoup de Dakarois et bien sûr, on les côtoie, on vit avec eux, on mange les teboudjen avec eux. Mais je me suis dit qu'il fallait sortir de Dakar de temps en temps et l'objectif c'était de sortir au moins une fois par mois. L'objectif principal de toutes ces visites, c'était de visiter le Sénégal entier parce que nous représentons le peuple américain auprès du peuple sénégalais. Je me suis fixé 3 objectifs. D'abord, le premier objectif, c'était d'apprendre. Parce que j'ai beaucoup de briefing papers, de papiers de briefing sur mon bureau. J'ai déjà lu sur le Sénégal. J'avais déjà une certaine connaissance sur le Sénégal. Mais il fallait sortir pour apprendre de Sénégalais lambda, de Sénégalais moyens. Deuxième objectif, quand nous parlons de l'aide financière, de l'aide que nous donnons au Sénégal, quelquefois on parle à terme de milliards de francs CFA. Je voulais voir, est-ce que ces milliards de francs CFA dont on me parle, est-ce que ça fait un impact? Et s'il y a un impact sur terrain, ou c'est seulement des milliards sur papier et on ne voit rien. Alors, je voulais voir comment les projets fonctionnent sur le terrain. Le troisième objectif... Oui, avant d'arriver au troisième objectif, quelle est la réponse? Vous vous êtes posé la question, vous avez été sur le terrain, qu'avez-vous trouvé? La réponse est vraiment impressionnante parce que nous sommes parmi le peu de pays, de pays où nous sommes représentés dans chacune des 14 régions
du Sénégal. Et nous avons des programmes qui vont de des milliards de francs CFA seulement aux connaissances humaines, comme le corps de la paix. Les corps de la paix travaillent au niveau local, au niveau de la communauté locale. Donc nous avons des programmes d'autosuffisance, nous avons des programmes du département de l'agriculture, nous avons des programmes de la défense. À Thiès, par exemple, où j'ai assisté, on a assisté à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de formation de la lutte contre le terrorisme, un centre de formation régional, etc. Oui, vous avez parlé d'impact, Excellence. Mais justement, le Sénégal fait partie des 39 pays qui sollicitent encore de l'aide. En parlant d'impact, qu'en est-il réellement? Est-ce que vous avez effectivement mesuré l'impact, à tort ou à raison? Je crois qu'il y a un impact réel. Vous voyez, le Sénégal, c'est un pays assez jeune. Depuis l'indépendance, à peu près une cinquantaine, un peu plus une cinquantaine d'années. Donc, vous voyez, quand on mesure, il faut prendre tout dans un contexte mondial. Donc, le Sénégal, actuellement, nous parlons du plan Sénégal émergent, qui est la feuille de route de développement pour quelques années. Au moins pendant le régime. Le référentiel économique. Donc, ce plan Sénégal émergent a des objectifs. Et on est en train de mesurer ces objectifs pendant qu'on avance. Maintenant, nous, partenaires étrangers, vous avez beaucoup d'amis, nous, les États-Unis d'Amérique, nous essayons d'identifier où nous pouvons accompagner le pays dans leur feuille de route, les initiatives qu'ils se sont tracées pour le développement de leur pays. Et je peux vous dire que, par exemple, pour l'éducation, il y a la nouvelle initiative, l'éducation pour tous, qui est une nouvelle initiative du gouvernement sénégalais, du peuple sénégalais. Nous allons accompagner cette initiative. Ça, c'est pour accroître les skills, les connaissances pour la lecture, en commençant au niveau primaire. Donc oui, il y a un impact réel, mais encore une fois, c'est relatif. Si vous êtes en train d'essayer de vous comparer, je ne sais pas à quel pays, là, ce n'est pas ce que nous disons. Nous prenons le pays tel qu'est et nous calculons les progrès qu'ils ont fait depuis qu'ils sont indépendants, depuis qu'ils gèrent leur... Le troisième objectif? Le troisième objectif, et ça c'est pour moi en fait le plus important, c'est parce que nous sommes une ambassade, nous avons une relation solide avec le Sénégal. Mais il faut continuer à accroître cette relation. Il faut continuer à progresser. Donc le troisième objectif, c'était de voir quels sont les défis, quelles sont les nouvelles opportunités, comment nous pouvons continuer à travailler ensemble, pas à faire la même chose chaque année, sinon on est en train de marcher sur place. Donc il faut découvrir d'autres opportunités pour approfondir les relations, pour accroître les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal. Excellence, le Sénégal est-il important pour les États-Unis d'Amérique? Que représente le Sénégal pour les États-Unis d'Amérique? Le Sénégal est très important pour les États-Unis d'Amérique. Et cette importance peut se mesurer sur plusieurs faces. Comme ici, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Sénégal, nous avons plus de 20 agences du gouvernement américain représentées ici. C'est la plus grande représentation dans le monde francophone en Afrique. Donc ça montre déjà l'importance. Mais je vais vous citer quelques effets. Au niveau géopolitique, le Sénégal est bien situé politiquement, géographiquement, que les États-Unis d'Amérique ne peuvent ne pas composer avec le Sénégal. Deuxième fait, le Sénégal au niveau international, le Sénégal a cette position de leadership qui est bien confirmée, et qu'on peut voir où le Sénégal est en train de... Le dernier exemple, par exemple, en Gambie. Vous avez vu comment, au niveau de la CEDEAO, comment le Sénégal a pris le leadership, le rôle de leader dans ce conflit. Et les résultats, bien sûr, étaient satisfaisants. Non seulement pour le Sénégal, pour la Gambie,
pour la région, mais pour le monde entier. Oui, mais les États-Unis ont accompagné le Sénégal justement sur ce terrain. Nous sommes des partenaires, et c'est des partenaires fiables, et nous continuons à travailler ensemble. Donc au niveau international, au niveau géopolitique, au niveau de la démocratie, comme vous le savez, regardez autour de vous, regardez les pays, même autour du monde, la démocratie ici, c'est quelque chose qui, depuis les années 60, il y a une passation de pouvoir pacifique, que ce soit entre partis et que ce soit entre différents groupes. Il y a une passation pacifique dans toute l'histoire du Sénégal depuis son indépendance. Elle est dynamique, cette vie démocratique. Oui. Mais c'est ce qui nous plaît beaucoup. Ah oui? Parce que nous, aux États-Unis, la démocratie doit être dynamique. Et nous. Donc, il y a des valeurs, beaucoup de valeurs partagées. Les valeurs comme la valeur de Teranga. Comme la valeur de Kersa, la valeur de Coléré. Tout ça, ce sont des valeurs partagées entre nous. Enfin, je vais terminer avec... Et souvent, vous êtes sollicité dans nos débats démocratiques. La dernière plainte, je vous dis, du maire Barthélémy Diaz. Comment avez-vous traité? Avez-vous connaissance de cette plainte? Oui, j'ai connaissance de ça parce que nous vivons ici. Oui. Nous lisons, nous écoutons sur le FM. Oui, merci beaucoup. Nous sommes au courant de ça. Mais vous voyez, dans une démocratie dynamique, ça c'est prévisible. Donc il n'y avait pas de mystère là-bas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir tous les côtés, le côté gouvernement, le côté opposition, le côté société civile, le côté citoyen normal, citoyen lambda, et mettre ça dans un contexte réel. C'est une démocratie dynamique, on s'attend à des cas pareils, et ça c'est normal. Je venais de rencontrer le président de la République hier. Oui. Où je lui ai posé la question aussi. Laquelle? Sur le parrainage, oui. Sur le procès de l'imam Nda. Vous lui avez posé la question directement? Oui, Khalifa Sall. Pour échanger, parce que j'ai besoin de savoir le côté du gouvernement. Ah oui. Nous avons reçu de l'opposition, et c'est chez nous, l'opposition qui s'allie du côté de Ouad, l'opposition qui s'allie le PS, le PDS. Il y a des coalitions de l'opposition, oui, autour on les a reçus. Et ça nous donne une idée globale. Mais encore une fois, nous félicitons beaucoup le Sénégal pour continuer à prôner le dialogue. Parce qu'aussi longtemps qu'on ne sait pas... Maintenant, vous avez toutes les informations de l'opposition, de la société civile, de la coalition au pouvoir. Après les avoir reçus et entendus, vous avez transmis l'information, j'imagine, à l'administration américaine. Qu'avez-vous retenu après avoir écouté ces différentes parties? Ce que j'ai retenu, c'est que c'est une démocratie dynamique. Et je suis content de voir que les gens, les différentes tendances puissent s'exprimer, exprimer leurs idées, discuter leurs idées en plénière devant tout le monde. Mais à la fin, nous espérons, et c'est ce que nous leur demandons, que les intérêts du pays soient mis au-dessus des intérêts personnels ou des intérêts de différents partis. La paix, la sécurité, la prospérité des Sénégalais doivent primer au-delà des intérêts personnels. Et nous espérons qu'ils arriveront dans ce sens. Autrement, est-ce que les États-Unis regardent la situation politique, la situation sociale avec intérêt? Nous sommes dans plusieurs domaines et nous suivons tous ces domaines-là, que ce soit la situation politique, que ce soit la situation économique, que ce soit la situation sociale. Nous sommes une ambassade polyvalente, nous sommes dans un peu de tout. Ici, nous sommes là, mon bureau qui a essayé d'arranger, qui a arrangé cette rencontre, c'est un bureau qui s'occupe c'est la section que nous appelons la diplomatie publique. Et la diplomatie publique coiffe non seulement le côté médias, presse, etc., mais coiffe aussi le côté culture, société, échange entre les gens. Donc nous suivons tous ces dossiers-là. Mais encore une fois, je suis très content du dynamisme qui existe chez les Sénégalais, dans la société sénégalaise. Vous avez parlé du procès Imam Ndao. Vous suivez avec intérêt ce procès. Pourquoi?
Nous suivons, comme partout au monde, comme vous savez, la lutte contre le terrorisme, c'est un fléau. La lutte contre le terrorisme est très, très, très importante dans le monde et nous avons besoin d'avoir tous les renseignements possibles que nous avons sur ce qui se passe dans le monde et pour partager non seulement avec nos partenaires, mais aussi pour savoir ce qui est en train de se passer. Parce que la lutte contre le terrorisme nécessite que tous les pays du monde, petits pays, grands pays, riches, pauvres, que tous les pays du monde composent ensemble. Donc, quand il y a quelque chose qui a trait au terrorisme, donc nous, aux États-Unis d'Amérique, nous suivons ça avec intérêt. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Excellence Toli Nabo Salama Mushingi, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal, mais Excellence s'occupe également de la Guinée-Bissau. En parlant de coopération bilatérale, Excellence Mushingi, vous nous avez expliqué ce que représente le Sénégal pour les États-Unis. Important, vous l'avez dit. Pouvez-vous alors maintenant revenir sur la situation des échanges, tant sur le plan commercial, sécuritaire, entre nos deux pays? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez, quand on regarde au monde, on regarde les pays du monde, et j'ai parcouru presque le monde entier, que ce soit pour des visites officielles, que ce soit comme touriste, etc. Quand on regarde le pays du monde, on s'est dit, quels sont les pays qui fonctionnent bien et pourquoi ils fonctionnent bien. Donc, pour nous, ici au Sénégal et en Guinée-Bissau, les priorités sont sur la sécurité et la prospérité et la bonne gouvernance. Si vous mettez ces trois ingrédients ensemble, nous sommes convaincus qu'il y aura des résultats. Maintenant, au niveau de la sécurité, nous, les États-Unis d'Amérique, nous sommes non seulement pour la formation, mais aussi pour l'équipement et le partage de renseignements. Et les trois doivent aller ensemble. Donc, au niveau de la prospérité, il faut étendre les échanges commerciaux. L'aide étrangère ne va pas par elle seule. Le gouvernement ne va pas par lui seul résoudre les problèmes. Il faut les échanges commerciaux, il faut le privé comme Sud FM qui entre dans le jeu. Donc, pour les échanges commerciaux, l'année 2016-2017, je crois, si je me rappelle bien les chiffres, on peut corriger ça un peu plus tard, mais les exportations vers le Sénégal, c'était à peu près 115 milliards de francs CFA. Les importations du Sénégal, ça s'évaluait à peu près une quarantaine de milliards de francs. C'est pas énorme. Ouais. Bon, c'est pas énorme. Mais pourquoi il y a des contraintes apparemment pour arriver chez vous. Pourquoi le Sénégal n'est pas énorme. Le Sénégal, oui. Il y a comparé aux États-Unis, 15 millions de Sénégalais. L'économie est en train d'accroître, bien sûr, mais l'économie est assez jeune quand même. Et nous avons, bien sûr, ces derniers temps, nous parlons beaucoup du gaz et pétrole. Oui. Mais il y a l'or, il y a le phosphate, il y a du sel, il y a l'agriculture, bien sûr. Ces derniers temps, on parle de la mangue. Mais pour le pétrole, le gaz, alors vous guettez un peu le pétrole, le gaz sénégalais. Comme tout le monde. Ah oui. Nous ne sommes pas les seuls. Oui. Comme tout le monde. Alors, à ce stade précis, quelle est votre réaction par rapport un peu à cette gestion du pétrole et du gaz? Tout d'abord, sur cette question, il faut féliciter ce qui vient de se passer cette semaine. Oui, à Diamniadio, oui. Où il y avait un dialogue entre différentes parties. Même si on ne s'entend pas, même si on ne se met pas d'accord, le dialogue était là et le dialogue était public. L'initiative, vous saluez. Était là, le dialogue était public et les gens peuvent suivre la discussion, etc., poser des questions. Ça, c'était à féliciter, ça, c'était à louer. Deuxième point.
pour le pétrole et le gaz, nous avons beaucoup d'exemples autour du monde. Donc, nous avons beaucoup de leçons à prendre autour du monde, que ce soit ici en Afrique, le Nigeria, l'Angola, etc., mais aussi des pays du monde comme Et la grosse inquiétude, c'est un peu cette malédiction du pétrole. Le président dit non, il faut le transformer en espoir. Mais l'avantage que vous avez comme Sénégal, c'est que vous avez toutes ces leçons qui sont là et que je suis sûr que le Sénégal va essayer de poursuivre, d'étudier pour éviter certaines erreurs qui sont arrivées dans d'autres pays. Troisième point que je voulais faire, c'est que nous, les États-Unis d'Amérique, bien sûr, nous espérons que les compagnies américaines puissent être à table et postuler et avoir l'opportunité de postuler au même pied d'égalité que d'autres compagnies. Même pied d'égalité, vous dites. Pourquoi vous avez senti des frictions à ce niveau ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas que je sens des frictions, c'est seulement que le principe de base pour nous, c'est de donner aux compagnies américaines la même opportunité, les mêmes chances que d'autres compagnies, qu'on essaie de compétir au même pied d'égalité. Mais c'est pas encore le cas. Nous avons dit, c'est pas encore le cas. Football, que la meilleure compagnie gagne. Donc c'est ça notre objectif. Et vous avez senti un déséquilibre à ce niveau ou... Non, je n'ai pas senti de déséquilibre, mais je vais continuer à pousser ce point pour que les compagnies... Mais est-ce que les compagnies américaines expriment déjà le besoin à ce niveau? Ils s'intéressent au pétrole et au gaz sénégalais ou qu'en est-il réellement? Il y a des compagnies américaines qui s'y intéressent. Bien sûr, dans le cadre de ressources naturelles, que ce soit le gaz, le pétrole ou d'autres ressources naturelles, nous avons l'expertise aux États-Unis. Et bien sûr, comme je disais, nous voulons continuer à croître les échanges commerciaux. Ça, c'est une de mes priorités pendant mon séjour ici, d'accroître les échanges commerciaux entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique. Et dans ce sens-là, je dois accroître le nombre de compagnies américaines sur place. Pour votre information, au moment où je vous parle, nous avons dans notre chambre de commerce américaine, nous avons à peu près une cinquantaine de membres. Donc, mon objectif, c'est d'essayer d'accroître ces numéros, ces chiffres-là. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu votre invitation à notre fête. Si vous êtes là, je vous demande de visiter le stand. Cette année, nous allons essayer d'avoir des stands qui montrent les produits américains, les compagnies américaines. Et j'espère que nos invités vont essayer de visiter ces stands-là et avant de venir pour la fête. Donc, vous allez on travaillera dans le cadre partenarial. Donc, comme on dit, d'égal à égal, mais justement, en parlant tout à l'heure des importations, des exportations, mais il n'y a pas beaucoup de produits sénégalais qui vont vers les États-Unis. C'est très lourd, disent justement les hommes d'affaires. Pourquoi? Y a-t-il des contraintes américaines pour justement pénétrer le marché américain? Ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est que vous vous rappelez, je suis sûr parce que vous suivez tout ça avec nous, vous vous rappelez la loi AGOA. Ah oui. C'est la loi qui a été mise en place, ça fait longtemps maintenant, pour essayer d'accroître ces échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et le Sénégal particulièrement. Le Sénégal en particulier. Maintenant, beaucoup de pays africains sont en train de prendre avantage de cette loi. Deuxième point, c'est qu'il y a des standards quand on parle d'exportation. Et chaque pays, bien sûr, protège leur marché et décide qu'est-ce qui peut entrer, quelle sorte de standards. C'est que pour le bien de l'humanité entière, pour le bien du commerce mondial, vous connaissez l'Organisation mondiale du commerce. Pour tout ça, il faut des standards réels. Et chaque pays essaie de travailler pour arriver à ce standard pour que les produits fabriqués au pays répondent à ces standards internationaux. Ainsi, on peut commercer non seulement avec les États-Unis, mais avec l'Union européenne, avec d'autres pays africains, avec l'Asie, etc. Et ce sont ces standards-là que certains de nos pays, inclus le Sénégal... Et quelle est la nature des contraintes pour le Sénégal, pour justement dans le cadre de l'AGOA? Quelle est la nature des contraintes?
Je crois que pour le moment, le Sénégal est dans l'AGOA. Et le Sénégal participe à l'AGOA. Oui, mais à une échelle très faible. Le volume est très faible, oui. On y travaille. On y travaille. Et il y a, comme je disais, ce sont des standards internationaux. La dernière fois, je ne sais pas si vous êtes... Je suis sûr que vos collègues, vous étiez là, à la foire internationale de Dakar. Quand on a visité les stands, on voit, par exemple, le riz, le bissap, ou d'autres produits. En parlant aux gens, ils nous disaient qu'il y a déjà de compagnies sénégalaises qui sont en train d'exporter vers les États-Unis. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est peut-être le volume qui est encore faible. Hein? Inch'Allah, avec le temps, cela viendra aussi. Inch'Allah. Alors, Excellence, justement, on a parlé de l'AGOA, mais il y a aussi le MCA, le Millennium Challenge à Cointe. Oui, où en est-on avec, justement, dans le cadre du deuxième compact? Au niveau du MCA, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne expérience. Nous avons terminé le premier compact, comme vous le savez, il y a un peu plus d'un an. Le compact était évalué à peu près 240 milliards de francs CFA. Et la performance sur ce premier compact, la performance du Sénégal sur ce premier compact était exceptionnelle. Ce qui a valu au Sénégal d'être présélectionné pour continuer à travailler sur l'application pour le deuxième compact. Donc, et je suis content de dire que ce travail continue. Hier, j'ai briefé le président. D'ici, nous avons maintenant le timeline devient très court, mais on a déjà beaucoup accompli, l'équipe sénégalaise et l'équipe américaine. Il y a 2 semaines, on était avec l'équipe américaine et l'équipe sénégalaise. Nous sommes rencontrés avec le ministre des Finances, de l'économie, avec son collègue aussi, le ministre de l'Énergie. Nous étions dans la même réunion où on a la feuille de route est déjà tracée. Bon, le deuxième compact, on espère que ça sera sur l'énergie, surtout sur l'énergie. Oui, mais parce que justement sur l'énergie, en recevant les experts américains qui ont travaillé dans le dossier, justement, il y a des contraintes sur le plan énergétique. L'énergie sénégalaise coûte très cher. Qu'est-ce qui va être fait à ce niveau et quelle réaction vous avez à nous donner? Oui, merci beaucoup pour la question et nous espérons, ce sont ces contraintes en fait que nos experts sénégalais et américains sont en train d'étudier et d'évaluer et de décider. Nous allons, si nous recevons un deuxième compact, nous allons adresser cette contrainte et celle-là pour arriver à ce bénéfice. Donc, c'est ça la discussion qui est là. Et la conclusion, c'est la baisse du coût de l'électricité. Baisse du coût de l'électricité, la bonne gouvernance au sein de compagnies qui produisent ou qui distribuent de l'électricité. Et bien sûr, le boosting du développement national. Ça, c'est l'objectif final. Parce que l'énergie sans développement, il faut que cette énergie aide à développer le pays. Donc, ce que nous espérons d'ici septembre, ça c'est le timeline, que le document final sera présenté à l'équipe américaine, l'équipe du MCC. On va inviter le côté sénégalais à Washington pour raffiner ces points. Et décider, parce que c'est ça la philosophie du compact, décider où on est d'accord. Le document final, une fois décidé, agréé, approuvé par les 2 parties, le document final doit être donné au conseil d'administration du MCC avant décembre. Le conseil d'administration va se réunir et statuer sur ce cas. En tout cas, nous attendons vivement les conclusions et que le Sénégal soit encore admissible dans le deuxième compact. Oui, Excellence, vous avez effectué une tournée dans les régions. Mais il y a une région qui préoccupe, c'est la Casamance. Il y a des années, vous aviez, quand je parle de vous, vos prédécesseurs avaient une mission en Casamance. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça a continué ou pas? Nous continuons à travailler avec le gouvernement du Sénégal. Et en fait, c'est le moment de féliciter le gouvernement du Sénégal pour ce qu'ils sont en train de faire pour la paix en Casamance. Nous sommes présents dans les 3 régions. J'ai visité les 3 régions moi-même. Nous sommes présents dans plusieurs domaines.
L'approche sur la Casamance, c'est l'approche que j'appellerais, et je crois que le gouvernement du Sénégal est en train de faire dans ce sens-là, c'est l'approche de 3D. Donc nous avons la diplomatie, nous avons le développement et nous avons la défense. Et les trois doivent aller ensemble. Nous sommes en train de travailler, par exemple, avec les personnes déplacées, que nous sommes en train de réintégrer dans leur milieu où ils étaient avant. Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour voir ce que leurs militaires du côté défense, ce qu'ils sont en train de faire là. Nous sommes en train, bien sûr, de continuer la diplomatie en parlant avec nos collègues aussi qui sont impliqués là-bas. Vous savez que d'autres pays ont des représentations ici, d'autres pays sont impliqués aussi. Donc nous continuons à accompagner le Sénégal pour arriver à une paix durable en Casamance, une paix durable qui permettrait aux Casamançais de continuer leur vie normale comme tout autre Sénégalais. Oui, ces derniers temps, il y a quand même une certaine tension. Comment avez-vous vécu ces dernières attaques? On a certaines tensions, mais encore une fois, les élus sont là, tout le monde, tous les acteurs sont là. Nous suivons de près ce qui se passe. Et nous avons nos collègues, nous avons des missions qui visitent la Casamance de temps en temps. Moi-même, j'étais là, j'ai rencontré tous les commandements militaires, j'ai rencontré le gouverneur, j'ai rencontré les associations de femmes pour la paix en Casamance. Donc nous avons espoir et nous sommes contents du progrès fait jusqu'à présent. Et nous sommes contents de voir que certains Casamancés qui étaient partis sont en train de revenir dans leur pays. Et vraiment, nous allons continuer à accompagner l'effort du gouvernement du Sénégal pour la recherche de la paix. Alors, nous avons parlé justement du Sénégal et des États-Unis. Et nous allons parler justement des États-Unis et l'Afrique. Dans le cadre du G5 Sahel, par exemple, Excellence, le secrétariat permanent de la force militaire, le G5, a réclamé au Conseil de sécurité un mandat renforcé pour cette unité anti-djihadisme. Alors, justement, de ce point de vue, une demande a été aussitôt rejetée par les États-Unis qui refusent toute implication accrue de l'ONU. Pourquoi? La question du G5 et la question du Sahel, encore une fois, c'est une question qu'il faut mettre dans un contexte général. Le premier point que je vais faire sur cette question, c'est que durant la dernière Assemblée générale de l'ONU, nous avons décidé que nous allions aider bilatéralement les 5 pays du Sahel avec un montant de 60 millions de dollars. Ça, c'est à peu près 45 milliards de francs CFA. Donc, nous sommes impliqués. Nous sommes là et nous allons travailler avec ces pays. Ce que le public voit, c'est qu'il y a une force G5 Sahel. En fait, vous, Sénégalais, vous seriez aussi dans la même dynamique, parce que le Sénégal ne fait pas partie de G5 Sahel. C'est ça. Et pourtant, le Sénégal, c'est un pays du Sahel. Et pourtant, le Sénégal a une armée bien qui a prouvé. Oui, on ne comprend même pas pourquoi on n'en fait pas partie d'ailleurs. Mais tout ce que je veux dire, c'est que la question de G5 Sahel, c'est que nous tous, nous allons continuer à appuyer les gouvernements de ces pays pour lutter contre le djihadisme. Appuyer, mais vous ne participez pas. Comme je venais de dire, 60 mais militairement parlant... Non, nous ne sommes pas membres, mais ce que nous disons, c'est qu'avec 60 millions de dollars bilatéralement donnés à ces 5 pays, ces 5 pays peuvent faire quelque chose pour s'approprier la question et faire quelque chose. Mais je vais rapidement vous dire quelque chose. Si vous regardez le théâtre militaire du Mali, il y a les forces françaises, la Barkhane, il y a l'ONU, la MINUSMA, il y a les forces nationales, Mali. Et puis bien sûr maintenant le G5, quand le G5 va devenir opérationnel. Essayez de vous imaginer la commande de toutes ces forces. Donc les questions militaires, pour nous allons continuer à travailler à ces 5 pays. Nous allons continuer bilatéralement à supporter les 5 pays, quitte à 5 pays de décider ce qu'ils veulent faire.
Est-ce à dire que vous privilégiez Africom tout en restant en contact dans le cadre du G5 Sahel, mais tout de même vous privilégiez Africom dans ce cadre? Et ce n'est pas question de privilégier, parce que Africom doit composer avec nos partenaires. Un de nos objectifs à Africom, c'est vraiment de rendre nos partenaires capables de riposter à tout ce qui arrive dans leur pays. Donc, nous allons continuer à accompagner nos partenaires et ce n'est pas question de privilégier l'un ou l'autre. Nous sommes très contents de continuer à essayer de former nos collègues. Vous savez, quand on regarde les objectifs la lutte contre le terrorisme, oui. La professionnalisation de différentes armées, et la participation au sein de forces de maintien de la paix. Et tout ça, ça fait un paquet. Et comme je disais, la lutte contre le terrorisme, ça concerne tout le monde. Oui, quelle est l'approche américaine? Quelle est la touche américaine dans ce combat contre le terrorisme? C'est que si nous avons des partenaires fiables, nous allons continuer à accompagner nos partenaires fiables. Chaque pays doit jouer sa partition. Et je suis content de dire que les États-Unis jouent sa partition dans cette lutte contre le terrorisme. Joue sa partition dans cette lutte contre le terrorisme. Mais justement, de ce point de vue, nous parlons à présent des États-Unis et l'Afrique. Aujourd'hui, quelle est la stratégie de l'administration Trump en Afrique? Il y avait eu une incompréhension à la suite de la déclaration de Trump qualifiant justement certains pays africains de merde, je m'excuse de l'expression, mais aujourd'hui, est-ce que c'est derrière nous? Quelle est justement la stratégie Trump pour l'Afrique? La stratégie américaine, c'est assez clair. Nous sommes pour une Afrique prospère, nous sommes pour une Afrique stable, nous sommes pour une Afrique qui puisse avoir une bonne gouvernance. Nous allons continuer à pousser sur ces trois priorités avec nos partenaires et surtout des partenaires fiables comme le Sénégal et la Guinée-Bissau, où je représente notre pays. Oui, comme le Sénégal et la Guinée-Bissau. Mais justement, Excellence, en parlant cette fois-ci de géopolitique, justement, le combat pour la dénucléarisation. Oui, le président Trump a été à la Corée du Nord. La visite à Singapour a été fortement médiatisée. Oui, aujourd'hui, avec ce succès Trump ou de ce succès américain, quel est l'impact, du moins, d'une telle visite? L'impact réel est que, comme je le disais au début, en prenant l'exemple du Sénégal, aussi longtemps qu'il y a dialogue, on a espoir. Pour nous, le sommet entre le président Trump et le président de la Corée du Nord, le fait que le sommet ait eu lieu, ça c'est à louer, ça c'est un succès. C'est la première fois dans l'histoire de nos deux pays. Deux, le fait que les deux leaders aient pris des engagements officiels et publics pour, d'un côté, la dénucléarisation de la péninsule coréenne et de l'autre côté, la normalisation des relations entre les deux Corées. Ça aussi, c'est à louer et ça ne peut être qu'au bénéfice non seulement des États-Unis d'Amérique, mais de la paix et de la stabilité sur la péninsule coréenne, paix et stabilité dans le monde entier. Est-ce que justement la décolonisation ne favorise pas la Chine dans cette partie du monde? La façon dont nous regardons ça, nous regardons de façon globale le monde entier. Nous avons des alliés autour de la Corée du Nord. Nous avons la Chine qui est là, bien sûr. Ce n'est pas question de favoriser l'un ou l'autre. Nous avons une vision globale des choses. Et si la Corée du Nord arrive à tenir la promesse de dénucléarisation, ça ne peut qu'aider non seulement la péninsule, mais l'Asie et le monde entier. Oui, de l'autre côté, il y a l'Iran. Ça aussi, c'est un autre problème, à la fois dans cette partie, mais aussi pour l'Europe. Oui. De l'autre côté, il y a l'Iran.
je suis sûr que vous vous rappelez que là aussi, nous continuons à travailler sur ça. Nous avons des alliés qui sont toujours dans ce combat avec nous. Et nous, chaque pays doit essayer de voir comment avancer. D'un côté, vous avez vos intérêts nationaux, les intérêts du pays. De l'autre côté, vous avez le côté international. Donc, et les deux doivent avancer ensemble. Mais est-ce que vous ne privilégiez pas les intérêts américains au détriment de la stabilité mondiale, par exemple? Parce que la question avec l'Iran pose problème aussi bien avec l'Iran qu'avec l'Israël. Vous savez, cette question, nous continuons à travailler sur ça. Nous continuons à travailler avec beaucoup d'alliés autour du monde sur ces deux questions, que ce soit la question Israël-Palestine, que ce soit la question de l'Iran. Et tout le monde le sait. Donc, quand il y a de temps en temps des désaccords, ça ne veut pas dire que le travail ne continue pas. Les États-Unis restent engagés, les États-Unis restent un des leaders sur ces questions internationales. Mais cette question, Excellence, justement, la décision de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ça aussi c'est une décision qui a entraîné comme conséquence la rupture totale du dialogue entre Palestiniens et Israéliens, auquel les États-Unis étaient les principaux alliés. Là, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mettre à dos la communauté internationale? Pas du tout. En fait, dire rupture totale, ça c'est un peu quand même. Oui, mais il y a rupture, quand même. Même si on la qualifie, mais quand même, elle est là. Regardons la réalité. Nous, que ce soit sur cette question, que ce soit partout au monde, les États-Unis nous sommes des leaders sur les droits des hommes, les droits de l'homme. Nous allons continuer à privilégier le dialogue entre les deux nations, les deux peuples, Israël et Palestine. Et on fait la même chose dans d'autres coins du monde, et vont continuer à dialoguer pour trouver une solution. La reconnaissance de Jérusalem, pour seulement toucher à ce point précis, bien sûr, ça a créé beaucoup de bruit dans le monde. Mais ça obéit à quoi? C'était seulement de reconnaître une réalité qui existait déjà. Donc, ça fait 70 ans. Aucun président, quand je parle des prédécesseurs, n'a été aussi loin sur cette question. Pourquoi cette fois-ci? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Aucun président n'a été. Oui, mais jusqu'ici... Aucun président avant Obama, aucun président n'avait fait l'assurance maladie pour tous aux États-Unis, dans l'histoire des États-Unis. Donc, il faut commencer quelque part. Donc, c'était une réalité qu'on reconnaissait, que chaque pays a le droit, chaque pays souverain a le droit de décider où mettre sa capitale. Nous, on n'a fait que reconnaître une réalité qui existait déjà. L'Assemblée nationale se trouve à Jérusalem. Les résidences du président, du premier ministre, etc. Certains ministères sont à Jérusalem. En fait, j'ai visité plusieurs fois Jérusalem dans des missions officielles, et je peux vous dire que la question des deux pays, la question des deux nations continue, et nous allons continuer à discuter et à échanger avec les deux côtés pour arriver à une paix durable entre les Palestiniens et les Israéliens. Excellence, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Mais si vous permettez très rapidement, 2 questions avant de boucler l'émission. D'abord, une question sur cette taxe qui a été instaurée de 25% sur l'acier. Donc, les 10% sur l'aluminium en provenance de l'Union européenne du Mexique. Est-ce que le président n'a pas violé ici justement un principe du capitalisme? Justement, et ce principe, c'est la libre-échange. Beaucoup d'experts peuvent répondre mieux à cette question que moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la libre-échange aux États-Unis, c'est un principe de base, c'est un principe du capitalisme, et c'est un principe qui va continuer. Nous allons continuer à prôner la libre-échange
entre les États. Et comme vous avez dit, le pourcentage que vous venez de c'est sur seulement 2 ou 3 produits. Oui, l'aluminium. Donc, le reste de l'économie ne marche pas seulement sur l'aluminium. Oui, mais c'est essentiel quand même. C'est essentiel. Et comme vous l'avez dit vous-même, ça c'est deux... Oui, il y a également l'acier. Il y a quelques pays. Il y a quand même le monde entier qui est là. Oui, mais l'Europe c'est important. L'Europe c'est très important pour nous. Et nous allons continuer à composer avec eux. Nous allons continuer à travailler avec nos alliés. Peu importe les différences sur l'acier ou sur l'aluminium. Oui. Donc, les relations entre, disons, la France et les États-Unis, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique, toutes ces relations vont continuer. Et je peux vous assurer que le principe de libre-échange va continuer à être un moteur de l'économie. La question du visa. La question du visa, où en est-on avec justement la question du visa dans le cadre bilatéral? Beaucoup de nos compatriotes se plaignent. C'est difficile aujourd'hui justement d'acquérir ce visa pour aller aux États-Unis. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu à titre indicatif? À titre indicatif, par exemple, nous avons plusieurs sortes de visas. Prenons par exemple le visa étudiant, parce que là c'est la formation des jeunes gens et ça nous intéresse. C'est important. Ça intéresse le Sénégal aussi. L'année académique, je crois 2015-2016, il y avait à peu près 600 étudiants sénégalais aux États-Unis. Les États-Unis, c'est loin d'ici. Donc 600 visas qui ont été approuvés. À l'inverse, il y avait peut-être 200, un peu plus de 200 Américains ici au Sénégal. Donc, nous sommes pour l'immigration légale. Nous acceptons l'immigration légale, que ce soit étudiants, que ce soit touristes, que ce soit businessmen, hommes d'affaires, ou que ce soit scientifiques, etc., chercheurs, journalistes, tout ce monde-là est bienvenu chez nous. Parce que nous sommes convaincus, nous sommes un pays d'immigrants, nous sommes convaincus que l'immigration enrichit la société américaine. L'immigration légale. Maintenant, l'application de la loi de l'immigration pour l'obtention de visa, c'est une loi qui est claire et nous donnons l'autorité à l'officier consulaire pour statuer sur les cas, et ce qui se passe entre le postulant et l'officier, c'est confidentiel, c'est entre les deux. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que je demande à mes officiers, c'est de suivre la loi, d'appliquer la loi pour que le citoyen sénégalais et touriste réel puisse voyager aux États-Unis quand il veut ou quand elle veut. Que l'étudiant sénégalais qui va vraiment pour étudier puisse obtenir un visa d'étudiant, aller étudier aux États-Unis et revenir s'il veut. Et tout ça, c'est en ordre. À la fin de la journée, chaque journée, nous avons un principe, nous avons un système où nous pouvons revoir tous ceux qui ont été refusés pour être sûr que les visas, la loi a été appliquée et respectée. Donc, pour nous, c'est un système assez clair et je suis content de voir que chaque jour, 3 jours par semaine, je visite de temps en temps la queue là-bas pour le visa. Je suis content de voir qu'il y a quand même des Sénégalais qui continuent à aller aux États-Unis. Si vous allez voir le vol Delta, qui va d'ici New York direct, vous allez voir que le vol est plein, que ce soit l'aller, que ce soit le retour. Donc il y a des Sénégalais qui continuent à visiter les États-Unis et nous sommes contents de voir ça. Et il y a une petite carte que nous donnons aux gens, c'est la carte de la section consulaire. Si on a beaucoup plus de questions, j'invite nos auditeurs de continuer à cliquer sur notre site, de voir comment de poser des questions avant de venir nous voir et vraiment s'ils ont d'être rassurés que l'immigration légale est bienvenue aux États-Unis. Et une idée des jeunes qui empruntent la mer au prix de leur vie. Quel message avez-vous à l'endroit de cette jeunesse africaine qui emprunte la mer au prix de leur vie? Oui. Le message que j'ai, c'est que
si on reste du côté de l'immigration légale, de respecter les lois, ça c'est une chose qu'il faut se mettre en tête. Que si vous arrivez en Europe, si vous arrivez aux États-Unis et vous avez respecté les lois, vous n'allez pas avoir de problème. Essayez d'aller clandestinement, c'est toujours des problèmes. On ne peut pas échapper à ça. Ce que nous sommes en train de voir, c'est d'essayer d'étudier avec nos partenaires, nous les États-Unis d'Amérique et nos partenaires, voir quelles sont les causes qu'est-ce qui pousse ces jeunes gens à risquer leur vie pour quelque chose d'inconnu. Donc, et une fois qu'on aura défini ces causes, alors qu'est-ce que nous, le Sénégal et les États-Unis, si nous parlons de Sénégalais, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour adresser ces causes-là, pour que les jeunes gens puissent rester dans leur milieu ou immigrer légalement. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. C'est un travail continu, c'est un travail qui va continuer. Et nous, ici, au Sénégal, nous sommes contents de voir quand même qu'il y ait quelques programmes que nous avons déjà mis en place. Le programme YALI, que vous connaissez, oui. Young African Leaders Initiative. Ça, c'est un programme qui aide les jeunes gens à aller aux États-Unis légalement, à faire leur petit stage, 6 à 8 semaines, et revenir au pays. Et nous avons maintenant une alumni, une association des anciens participants à nos programmes, et nous allons continuer à pousser sur ça. Les jeunes gens doivent savoir que s'ils vont légalement, ils seront les bienvenus, mais ça ne vaut pas la peine de risquer votre vie pour quelque chose d'inconnu si ce n'est pas légal. Cheikh Tidiane Gadio, vous connaissez, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Oui. Vous connaissez? Gadio, oui. Gadio, il est arrêté chez vous aux États-Unis. Alors, finalement, où en est-on avec le dossier Gadio? C'est un dossier qui est dans les mains de la justice, donc nous ne pouvons pas faire de commentaires sur un dossier qui est en cours. La justice va faire son travail. Excellence Toulinabo Salama Mouchingi, ça a été un plaisir encore une fois de vous accueillir à l'émission Objection. C'est l'occasion de vous transmettre nos remerciements, alors les plus profonds. Merci encore une fois pour cette visite. Merci beaucoup auditeurs, merci Radio Sud FM de m'avoir reçu ici. À nos frères et sœurs musulmans, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, Balen Ma'ak, Bal Alen, Yala Nanyu, Yala Bole Bal. Jerejef, Onjarama. Salam alaikum. Thank you very much for receiving us. Vous aimez, apparemment, vous aimez beaucoup le Sénégal. Ça me plaît. Je ne me plains pas. Je suis très content. Votre plat préféré? Il n'y a pas. Je mange tout. Le mot en wolof que vous retenez le plus? La teranga. Je ne sais pas si c'est wolof ou non, mais bientôt, je viens d'apprendre qu'il y a un mot qui s'appelle tapalapa. Je viens d'apprendre qu'il y a un mot qui s'appelle tangana. Donc tous ces mots, je ne sais pas si c'est wolof ou non, mais nous on essaye. Oui. Assalamu alaikum, c'est un mot que j'aime beaucoup. Non, je suis content d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup, Excellence. Mesdames, Messieurs, ça en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5 pour rappeler qu'il s'agissait de Excellence Toulinabo Salama Mouchingi, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal. Mais M. Mouchingi s'occupe également de la Guinée-Bissau. Ça en est tout, merci et à dimanche prochain.
onon ɓiɓɓe africa ummade ɗigoɗen leydi men gaccen hasidagal yo allah suuɗen kedi musibaji yo allah adu jam to Rwanda yo allah adu jam to Burundi yo allah adu jam to Casamance lawol min jona